Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Les sessions plénières annuelles de l'Assemblée populaire nationale de Chine et du Comité central de la conférence consultative politique du peuple chinois, plus connues sous le nom des deux sessions, se tiendront depuis mars à Beijing. Quels sont les résultats des réformes avancées lors des deux sessions de l'année dernière et quels sont les thèmes phares de cette année? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau Monsieur Xu Tiebing. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, professeur à l'Université de la communication de Chine. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on voit que, comme chaque année, le quotidien du peuple a lancé sur son site un sondage sur les thèmes de deux sessions pour inviter les internautes à poser les sujets qui s'intéressent le plus. Et cette année, on voit par exemple la sécurité sociale, la lutte contre la corruption ou la réduction de la pauvreté font partie des thèmes principaux. Et quels sont selon vous les thèmes qui seront traités et les thèmes les plus importants durant les deux sessions de cette année? Si on se souvient bien, c'est que quelques années avant, quand on parle des thèmes principaux du nouveau gouvernement, c'est bien sûr la anticorruption. Alors qu'aujourd'hui, après, disons, une série de purges, de frappes, etc., c'est que la question revient cette fois-ci, c'est la sécurité sociale, c'est l'éradication de la pauvreté absolue, mais aussi c'est la réforme institutionnelle. Alors, on voit que le mot réforme est un mot clé de cette année. On voit bien que partout dans le monde, quand on parle de l'élection, quand les gens annoncent leurs projets, en fait, les réformes apparaissent un peu partout dans le monde. Et selon vous, quelle est la caractéristique des réformes en Chine? La réforme, disons, d'une manière, disons, sémantique, a toujours sa force, disons, magique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la Chine qui parle de réforme, mais il y a beaucoup parce que c'est à la mode. Donc, le plus important, c'est de voir quel est le contenu effectif. Dans le cas de la Chine, moi, je pense actuellement, c'est une sorte de réorganisation des institutions. Et on le sait par exemple, c'est qu'au niveau gouvernemental, maintenant c'est fini, parce que finalement, il y a des commissions d'État, il y a le ministère réorganisé en réduisant le nombre absolu. Et maintenant, c'est à l'échelle, disons, de la région autonome, de la région à l'échelle de province qu'on a commencé vraiment la réorganisation. Maintenant, on a vu, par exemple, Pékin, Shanghai, Liaoning, et chaque province donner son plan de réorganisation. En principe, c'est la accumulation ou le fusionnement des institutions similaires. En réduisant, disons, le nombre absolu. En gros, c'est entre 30 et 40 institutions des offices, disons, provinciales, etc. En gros, c'est à la trentaine et à la quarantaine. Maintenant, c'est à la mode. Mais je pense que c'est une tâche qui doit prendre encore plus de temps. On pense par exemple le niveau gouvernemental, central, le niveau provincial, et dans une année ou 2 ans, ça doit être encore, je dirais, à l'échelle municipale. Et encore, n'oublions pas encore, c'est que la base de gouvernance de notre pays, du point de vue administration, c'est le district. Donc ça prend encore des années pour achever finalement cette réorganisation institutionnelle. Et en fait, vous travaillez dans le domaine de l'éducation. On voit que l'éducation figure toujours parmi les secteurs phares des réformes. Donc, quelles observations faites-vous sur les réformes dans le domaine de l'éducation ces dernières années? Je pense qu'il y a un certain progrès que tout le monde peut observer. Mais il y a aussi certaines tâches qui restent encore à surmonter, à finir. D'une manière générale, je pense que c'est le crampon en avant dans l'éducation supérieure. C'est que, par exemple, 40 ans avant, c'est-à-dire au moment de lancement de la réforme, qu'on est en gros chaque année
entre un demi-million d'étudiants. Alors qu'aujourd'hui, chaque année, il y a 7,5 millions d'étudiants qui, une fois diplômés, sortent du campus. Vous voyez le nombre, augmentation, multiplication. Mais en même temps, moi, je pense que ce que l'on observe d'une manière, c'est d'une part, c'est l'enseignement supérieur a perdu son caractère élitiste. Premier. Et deuxième, d'une manière générale, qu'on le suit le rythme des pays développés, c'est-à-dire qu'il y a une certaine baisse du niveau vulgarisé, si vous voulez. Et troisièmement, moi je pense que c'est un cas très marquant, très important, c'est que les autorités centrales commencent à prendre plus d'attention, à chercher à reformuler la recette. C'est la formation professionnelle, qu'on s'appelle le zhongzhuan, ou disons une formation plutôt technique, professionnelle, moins académique, qui correspond aux besoins du pays dans divers secteurs. Dans ce cas-là, depuis 20 ans environ, je dirais cette stagnation, voire un peu le recul. C'est là comment se revivifier, comment relancer l'enseignement, je dirais, intermédiaire pour le besoin du pays qui se trouve à un rythme d'urbanisation accéléré. Là, c'est un dossier très important. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on voit quelques grandes lignes, mais au niveau pratique, ça reste encore, je dirais, à perfectionner, à réviser. C'est vrai qu'on observe une évolution, c'est-à-dire qu'avant, si quelqu'un a fait son entrée à l'université, ça veut dire que son avenir est un peu assuré. Et aujourd'hui, on voit qu'il a beaucoup d'incertitudes, même pour les gens qui font son entrée à l'université. Rien n'est garanti. Voilà, c'est que disons, bon, d'une part, la progression, en même temps, je dirais, une fragilité dans l'enseignement, dans, disons, l'éducation des graduels, je dirais, de master et doctorat, d'autre part, universitaire, au sens de maîtrise, de licence. Et surtout, je dirais, le point faible, c'est l'enseignement professionnel, formation professionnelle. Donc là, c'est le domaine de l'éducation et on va aussi, cette fois, à la fin de l'année dernière, il y a un projet de loi très important qui a été soumis au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale pour un premier examen, c'est la loi sur les investissements étrangers en Chine. Donc il y avait beaucoup de modifications sur cette loi. Alors que signifie ce geste et quel message cette modification de la loi veut-il transmettre? Alors, ça devient un thème, je dirais, de cyber-débat très chargé. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de, disons, commentaires, plus ou moins un peu diversifiés. Certains en disant qu'aujourd'hui, face au courant, disons, protectionniste, ici et là, c'est que la Chine ne peut pas faire des concessions, entre guillemets, unilatérales. Ça, c'est une idée assez dominante. Et d'autres en disant, non, regardez, depuis 40 ans, notre agrandissement et notre progression s'avancent au rythme de l'ouverture. Donc même s'il y a encore des courants protectionnistes ici et là, on voit bien le changement, le climat politique dans l'Amérique du Nord, en Europe occidentale, etc., c'est que nous pensons qu'avec notre capacité de production, avec nos besoins de marché, de débouché international, avec surtout notre capacité d'investissement, on pourrait, je dirais, ouvrir encore plus nos marchés, je dirais, domestiques. C'est, je dirais, c'est une idée. Et d'autre part, l'autre a dit, c'était surtout, vous voyez, c'est que parmi les secteurs, dans certains secteurs, on se trouve, par exemple, dans les premières positions, mais dans d'autres secteurs, on n'est pas tellement en performance. Donc, dans ce cas-là, il y a une certaine, je dirais, contribution venue de l'extérieur.
correspond à nos besoins, à nos intérêts. Et le troisième, je pense que c'est plutôt important, c'est l'idée de mixité. Je dirais que dans les passés, bien sûr, quand on parle, c'était surtout le secteur étatique, le secteur privé, alors qu'aujourd'hui, c'est l'idée dominante, vu, je dirais, la tendance actuelle, c'est une sorte de fusionnement, de mixité. Mixité pas seulement entre le secteur public, le secteur privé, mais aussi entre le secteur, disons, extérieur. Dans ce cas-là, tant que l'État tant que l'État maintient sa capacité de coordination, alors on peut ouvrir encore, je dirais, laisser plus de pourcentage pour les propriétaires internationaux, dans les cas notamment les secteurs non sensibles. Je dirais par exemple, on se souvient par exemple, quelques années avant, on définit grosso modo 10 secteurs comme le secteur stratégique absolu que l'État doit maintenir une certaine, je dirais, contrôle absolu. Alors aujourd'hui, l'idée change un petit peu. Oui, bien sûr, l'État doit maîtriser, contrôler le secteur. Cela dit, on peut tout de même tolérer, voire plus, les participations de, je dirais, de secteurs privés ou même d'étrangers, comme télécommunications, comme le chemin de fer ou l'aviation civile, etc. On voit déjà que l'année dernière, il avait aussi cette liste négative, parce qu'avant, c'est-à-dire que toutes les transactions et toutes les actions doivent être approuvées par l'État, et maintenant, il y a cette liste négative. Donc, c'est-à-dire qu'on va énumérer les choses qu'on ne doit pas faire, et puis les autres, on peut tout faire. Donc c'est aussi un grand pas vers l'ouverture, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire non-interdiction, ça signifie la permission. C'est le changement. On était par exemple à Shanghai tout récemment, on a visité la zone de libre-échange. Et ce n'est plus comme auparavant, c'est-à-dire nos taxes, libre-échange, etc. C'est beaucoup plus, notamment ce que vous mentionnez, sur, je dirais, autorisation d'entrée du secteur. Mais selon vous, selon votre observation, quel doit être le critère, les limites, parce que le débat reste là, c'est-à-dire que dans quel degré le marché chinois doit-il être ouvert pour ne pas nuire à son propre intérêt? C'est un changement mentalitaire. Moi, je pense que dans le passé, c'est autosuffisance absolue du fait, je dirais, que de la guerre froide, d'une certaine embargo imposé par les autres et aussi par, je dirais, une certaine production endogène qui correspond aux besoins nationaux. Aujourd'hui, quand la Chine devient première puissance dans l'exportation, avec le statut de premier partenaire commercial avec plus de 130 pays ou régions, etc., l'idée commence à changer. C'est une meilleure division du travail international, une meilleure, je dirais, de complémentarité mutuelle avec les autres régions, tout en maintenant, je dirais, cette idée de capacité de contrôle sur le secteur clé ou le plus important. Alors on voit un autre thème qui intéresse beaucoup les internautes, c'est la réduction de la pauvreté. En fait, vous avez longtemps suivi ce processus et vous avez aussi écrit des articles là-dessus. Donc quelle est votre analyse sur la situation de la réduction de la pauvreté actuelle en Chine, et comment jugez-vous les résultats qu'on a obtenus depuis l'année dernière, parce que c'est apparemment un objectif qu'on lance et relance chaque année? Je dirais que 2 mois avant, donc c'est la fin dernière de 2018, c'est la 40e anniversaire de la réforme. On a tant parlé, je dirais, sur la réalisation de cette période de 40 ans de réforme, notamment sur la réduction de la pauvreté absolue. Mais là, je ne répète pas, mais je pense que si on voit aujourd'hui, c'est que le premier, c'est que c'est un miracle de l'humanité. En peu de décennies, on a réalisé le chiffre absolu de dépaupérisation.
selon bien sûr le critère, le pouvoir, la parité du pouvoir d'achat, etc. Mais le fait est là, c'est que la Chine toute seule réalisait plus de 60% de chiffre absolu de la population et en très peu de temps, 4 décennies, premier. Et deuxièmement, je pense que le plus important, ça se trouve maintenant à un seuil critique. C'est-à-dire que dans les passés, c'était surtout la subvention, assistance sociale. C'est nécessaire, c'est absolu qu'aujourd'hui, pas seulement en Chine, si on va à l'Asie du Sud, en Afrique subsaharienne, etc., on répète la même recette. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, c'est de donner plus l'art de pêcher que donner le poisson. Aujourd'hui, quand on pense par exemple la réduction de la pauvreté absolue, ce n'est pas seulement, je dirais, l'assistance sociale tous les jours au quotidien, mais c'est de faire plus développement de la ressource humaine à travers la formation professionnelle, je dirais le service au quotidien, et surtout de créer de l'emploi, créer de débouchés pour des gens nouvellement urbanisés. Par exemple, de mon génération, bien sûr, on est urbain, mais si on montre 2 ou 3 générations en avant, c'était aussi à l'origine des paysans. Quand je retourne dans le Shanxi ou dans le Shanxi ou le Hebei, voir les pays natals de mes grands-parents qu'on a vus depuis 40 ans, bien sûr, il y a un changement fondamental. Mais tout de même, je pense que la formation professionnelle, c'est-à-dire le développement de la ressource humaine, reste le clé de la réduction de la pauvreté absolue. Sur ce sujet, parce qu'on fixe chaque année un objectif, craignez-vous qu'il y aura cette genre d'action qu'on veut atteindre cet objectif et il y aura des actions trop brutales ou des mensonges ou d'autres détournements de fonds. Comment on pourra éviter cela? Non seulement c'est possible, mais c'est effectif. L'important c'est de voir par exemple le taux. Bien sûr, dans les slogans, dans le programme, on dit, je dirais, dépaupérisation absolue, 100%, etc. Mais dans la pratique, si on pense un peu à l'expérience du passé, je pense que si on arrive, disons, à 95 ou un peu plus de la réussite, ce serait déjà un résultat extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui qu'on le voit, surtout au niveau provincial, surtout dans l'ouest de la Chine, il y a plus de supervision et les frappes sur le fait que vous venez de mentionner, le scandale détournement, malutilisation et le gaspillage, etc. C'est bien vrai que ce type de scandale qu'on ne peut pas éviter, mais ça ne signifie pas la tolérance. Il faut vraiment, je dirais, corriger ou perfectionner l'art, je dirais, ou disons la capacité de supervision et, je dirais, une compétence judiciaire sur ce dossier pour frapper les gens corrompus. C'est vrai que, comme vous avez mentionné, la question de supervision, il faut aussi tenir compte de la grandeur de la Chine pour se rendre compte le degré de difficulté de superviser. Et juste à ce sujet, on voit que l'année dernière, la Commission nationale de supervision a été spécialement créée pour justement exercer les fonctions pour mieux lutter contre la corruption. Et aujourd'hui, quand on voit un peu les résultats ou le fonctionnement de cet organisme, quelles observations faites-vous? Moi, je pense que pour faire un jugement, peut-être maintenant, on est un peu trop tôt. Finalement, ce n'est pas simplement la déclaration, la bonne intention qu'on doit applaudir tous les jours, mais il faut voir par exemple le résultat. Je dirais que dans la lutte contre la corruption, c'est quelques années en avant qu'on a vu, c'est la multiplication des institutions. Par exemple, au niveau, je dirais, de la commission disciplinaire du parti,
au niveau, je dirais, du ministère de la Justice, au niveau de parquet et encore diverses institutions de supervision. Et la tendance actuelle, c'est une sorte de refusionnement, réorganisation, et finalement en réduisant à une institution, je dirais, une instance, disons, qui possède les pouvoirs absolus et après échelonnés, disons, au niveau provincial, municipal et district. Donc peut-être il faut attendre, suivre, observer 3 à 5 ans pour voir le résultat. Mais en tout cas, je pense que oui, la détermination et la volonté s'affichent et là. Mais les difficultés existent encore. Tout de même, moi je pense que pas seulement l'institution, mais aussi il s'agit d'une sorte de réforme des lois concernant, je dirais, la punition nécessaire, etc. Mais aussi, je dirais, aussi le système de défense, c'est-à-dire avocat. Il faut aussi faire la réforme pour mieux et éviter, disons, d'une certaine manière, c'est-à-dire que la anticorruption devient un mouvement politique. Et ça doit être organisé, je dirais, d'une manière opération ordinaire, normale, au quotidien. Pour finalement changer la mentalité des gens. Voilà. Alors, il y a un autre sujet qui est assez récent. On voit que le 18 février, la Chine a dévoilé le plan de développement de la région de la Grande Baie, Canton, Hong Kong et Macao. Et ce plan prévoit notamment de consolider le statut de Hong Kong comme centre financier international et surtout de promouvoir la création d'un corridor d'innovation technologique reliant Canton, Shenzhen, Hong Kong et Macao. Donc pourquoi ce plan de développement et qu'est-ce que cela peut signifier pour la région? Si vous voulez, moi je pense premièrement, c'est que dans les passés, quand on parle compétitivité, quand on parle d'ouverture, c'était surtout à la base de la ville municipale, etc. etc. Et aujourd'hui, moi je pense que l'idée c'était surtout sur les blocs, disons, ou les corridors des villes. Je dirais qu'on prend souvent exemple, c'est que les blocs de Tokyo, les blocs de Los Angeles, de New York, ou par exemple de l'Europe occidentale, un corridor à partir de Londres à travers Paris jusqu'à Milano, etc. Donc aujourd'hui en Chine, il y en a 3, grosso modo, de ce type de blocs urbains qui correspondent à ce critère. D'un côté, c'est sous notre pied, c'est-à-dire Pékin, Tianjin, etc., une partie de ce pays. Et le deuxième, voilà, dans le nord du pays, et deuxième, dans l'est de la Chine, autour de Shanghai, avec Nanking, Hangzhou, etc. Et le troisième, le plus important, bien sûr, c'est bien sûr le plus vers le sud, vers l'océan, c'est autour de Canton, Shenzhen et Macao et bien sûr Hong Kong. La différence, c'est que là, il y en a 2 villes. La ville de Hong Kong, la ville de Macao pratiquent un système, je dirais, un pays, 2 systèmes, d'où l'importance de la coordination. Quand on dit, par exemple, l'appellation pourrait se réduire tout simplement le delta de la Perle, la rivière de Perle. Si on voit, c'est qu'aujourd'hui, après plus de 20 ans d'un système, d'un pays, 2 systèmes, c'est que Hong Kong et Macao est entré pour la première fois, pas seulement au niveau de coordination, dans une certaine planification nationale. Et le deuxième, c'est que ce n'est pas simplement une meilleure, je dirais, division du travail, comme par exemple Hong Kong reste toujours offshore de finances, etc., etc. Non, aujourd'hui, quand on voit, c'est que Shenzhen va dépasser cette année ou dans 1 ou 2 années, je dirais, dépasse totalement Hong Kong au niveau de chiffres absolus, c'est-à-dire PIB absolu. Shenzhen pourrait égaliser avec Hong Kong. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a, on voit, une perspective de relativiser la position de Hong Kong. Là, il faut, je dirais, qu'entre Macao, Hong Kong, Shenzhen, Canton et d'autres villes du delta, une, je pense, réorganisation du rôle, redistribution du rôle. Hong Kong pourrait jouer encore son rôle
je dirais, de centre financier pour la région, mais aussi dans le processus d'internationalisation du renminbi, etc. N'empêche pas, moi, je pense que dans la service, dans la haute technologie, je dirais que Hong Kong et Macao pourraient, je dirais, faire plus de coordination avec la ville et moins dans une position concurrente, dans une position d'assistance mutuelle, de coordination. Donc ça devient probablement la première ou la deuxième pôle urbain, non seulement à l'échelle de la Chine, mais qui pourrait se trouver dans les premières positions du monde aujourd'hui. Mais comme vous avez mentionné, c'est la première fois que Hong Kong et Macao est entré dans une sorte de plan de coordination nationale. Mais comment on va s'assurer d'un côté cette coordination et de l'autre côté, comme vous avez mentionné, le statut particulier de Hong Kong et Macao étant donné son rôle d'un pays de système? Moi, je pense que si on voit, je pense que l'évolution depuis de 20 ans, ça devient quelque chose d'un peu naturel. Les businessmen, des hommes décideurs de Hong Kong et Macao, notamment de Macao, acceptent souvent, demandent accélération et la meilleure coordination de discussions, disons, sur le développement, disons, transrégional, c'est-à-dire du delta nodal. Probablement, c'est que pour le moment, qu'on n'ait pas touché les institutions politiques, mais au niveau économique, commercial, financier, puisque maintenant, ça marche très très bien. Quand on pense, par exemple, 3 ou 4 ans avant, quand on pense connecter financier entre Shanghai et Hong Kong, au début, ça comme une expérience, alors qu'aujourd'hui, les gens considèrent que tout ça se passe, disons, naturel et normal. De ce point-là, moi, je pense pas trop de difficultés institutionnelles. Et on voit un thème récurrent qui vient ces dernières années lors des 2 sessions, un mot clé, c'est la transformation de l'économie chinoise. Donc la restructuration de l'économie chinoise. Donc quelles sont vos attentes de cette année? Quelles seront les mesures prises pour réaliser cet objectif? Et où en est-on sur cet objectif? Ça peut prendre peut-être 30 minutes ou voire plus pour discuter, mais moi je pense, pour simplifier, qu'on peut tout de même voir quelques évolutions fondamentales. Premièrement, moi je pense, c'est une orientation plutôt quantitative vers, je dirais, un choix ou une option, disons, qualitative. Et le deuxième, c'est l'idée d'écologie, de recyclage, de non-gaspillage, c'est-à-dire auparavant, c'était plus ou moins aux dépens de l'écologie. Et aujourd'hui, l'écologie, ça devient un facteur qui compte beaucoup plus. C'est très bien. Très bien. Et le troisième, je pense surtout qu'auparavant, ce qu'on dit, c'était l'économie, qu'on a utilisé beaucoup de main-d'œuvre, disons, au sens, disons, c'est la masse. C'est la masse. Aujourd'hui, c'est la qualité qui compte plus. C'est quand on pense, c'est le financement, c'est aussi intelligence artificielle qui doit jouer plus de rôle qu'auparavant. Et le reste, ce qu'on a vu par exemple avec cette confrontation voulue et lancée par l'administration américaine, c'est que ce que nous pensons, c'est la possession, c'est autonomie de haute technologie, le secteur le plus important, et non pas dans une position, je dirais, de dépendance vers l'origine de haute technologie. Et plus qu'on est fort dans ce domaine, et plus qu'on est libre, qu'on se dispose, disons, de notre propre destin technologique. C'est plus important. Alors je vous remercie, M. Xu Keibing, merci pour vos analyses. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.